bilan, je vais avoir beaucoup à raconter. Je te fais un petit aperçu quand même. Donc, je suis tombé 18 fois, du verglas, mais sur tout le parcours, j'ai jamais vu ça. Certaines descentes ont été faites sur le cul, je te jure. Là, en mode toboggan, c'est n'importe quoi. Et je me suis sans doute sorti avec une entorse à la main. Là, la main gauche, elle a gonflé, j'ai trop mal. J'ai mal partout, mais bon, voilà, c'est fait. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leurs projets sportifs, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en 2 temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram @lesjoiesdusport.podcast. Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de retrouver Florian Tucci, qui va te partager son récit captivant de la Saint-Élion. Une course unique, un parcours nocturne, des conditions climatiques intenses et épiques. Cette édition a été à la hauteur de sa réputation. Et qui de mieux que Florian, participant passionné, pour te livrer tous les détails et les émotions vécues sur cette expérience. Avant de te laisser avec notre invité, laisse-moi te parler du Patreon associé au podcast. Cette plateforme, accessible depuis ton téléphone, te permettra d'accéder à des contenus exclusifs et aux épisodes en avant-première. Mais ce n'est pas tout. Tu pourras également participer activement au podcast en partageant tes idées à travers des sondages, des questions qui pourront être posées aux invités et encore bien d'autres surprises à venir dans le futur. Ce Patreon a été créé pour donner une toute nouvelle dimension au podcast, favorisant l'interaction et la participation. C'est également une façon de soutenir financièrement le podcast avec un système d'abonnement mensuel, ce qui aidera à son développement. Maintenant que cette présentation est faite, je te laisse avec notre invité. Bonjour Florian, ça fait plaisir de te revoir dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de ta course sur la Saint-Élion. Mais avant ça, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à écouter la partie 1, qui est l'épisode 2 sur le podcast, dans lequel on aborde ton évolution dans le trail, mais également dans lequel où tu partages ton expérience et des conseils sur la gestion de la glycémie, du fait que c'est un point important pour toi, sachant que tu es diabétique de type 1. Mm. Mais sans trop tarder, on peut enchaîner sur cet épisode-là. Si tu le veux bien, je te propose qu'on retrace les 2 dernières semaines d'avant-course, c'est-à-dire entre le premier enregistrement et le moment où tu prends le train pour descendre sur Lyon. Ouais, salut Alex, c'est un plaisir aussi de revenir là pour reparler de cette course dont j'ai du mal à me remettre, autant physiquement que moralement. Mais vraiment là, content que ça soit passé et content de pouvoir la débriefer. Bah du coup, depuis 2 semaines, c'est passé vite en fait. Là, j'ai l'impression que c'est hier, là, l'enregistrement du premier épisode. Et bah j'ai levé le pied un petit peu, chose que j'ai rarement pu faire cette année, que j'ai rarement eu envie de faire. Donc, mais là, physiquement, je sentais au fait que si je ne levais pas le pied avant la course, ce serait compliqué de tenir. Donc, mes dernières séances se sont vraiment résumées à de l'affûtage. Donc, la semaine de notre enregistrement, il y a 2 semaines, j'ai maintenu là un volume minimum, on va dire 60 km, j'ai dû faire dans la semaine, avec des sorties, surtout, comme j'avais parlé, le soir, lorsqu'il faisait froid, lorsque t'as pas envie de sortir. Je me souviens de la sortie une semaine avant la course. C'était le vendredi soir à 18h30, il commençait à faire froid, il faisait nuit, après le boulot, les autres ils vont boire un verre, toi tu rentres, tu dis putain merde, en fait pourquoi, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je vais courir? Et j'ai réussi à me motiver, j'ai été courir, et là ça a été un tout petit déclic dans ma tête en me disant ouais c'est bon là t'es vraiment dedans. Et du coup, dernière semaine là de préparation, ça a été très léger. Je n'ai couru qu'une vingtaine de kilomètres avant la Saint-Élion. En vrai. Et est-ce que tu as mis des choses en place au niveau de l'alimentation, juste les quelques jours avant la course ou la dernière semaine? Ouais. En fait, 3-4 jours avant
Là, un gros trail comme ça, je supprime toute fibre de mon alimentation pour vraiment me préserver de tout problème digestif le jour de la course et pour faciliter au fait tout transit et pour pouvoir faire une course vraiment sans me soucier de l'aspect vraiment alimentation. Et aussi, quand même, faut le signaler, donc c'est masse de riz, c'est masse de pâtes, évidemment, la semaine qui précède pour constituer une réserve de glucides là suffisante. Et prendre du poids, parce que après chaque course de 80 km que j'ai fait cette année, j'ai perdu entre 1 et 2 kilos. Ah oui, quand même. Ouais. Au niveau du transport, toi, tu es descendu comment, du coup, sur Lyon pour la course? Pour le transport, je suis descendu en TGV. En fait, contrairement à l'année dernière où j'étais descendu là avec des potes qui faisaient mon assistance en voiture tôt le matin, là j'ai décidé vraiment de passer la nuit précédant la course chez moi pour vraiment être tranquille et ne pas avoir le temps d'adaptation qu'on peut avoir lorsqu'on ne dort pas chez soi. Il y a toujours le risque de mal dormir. Donc du coup, je n'ai pris le TGV qu'à 12h30 à Paris. Donc ce qui m'a vraiment permis de passer une matinée vraiment tranquille et de pas me presser, de pas me lever tôt et d'être dans un état plutôt correct et surtout de pouvoir anticiper le départ et de pas avoir aussi la crainte d'avoir des suppressions là de train ou des retards sans pouvoir rebondir. Donc aucun souci à ce niveau-là. Je suis parti à 12h30, je suis arrivé 14h30 sur Lyon. Donc ça, c'était le samedi? Ouais, le samedi, jour de la course. D'accord. Du coup, après, tu allé récupérer ton dossard à Altony-Garnier, Ouais, j'imagine? c'est ça. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul du TGV. Là, tout le monde a fait à peu près la même chose. J'ai dû croiser au moins 3 4 personnes dans mon wagon qui faisaient la Saint-Élion. Donc, arrivé à Lyon-Pardieu, on s'est tous dirigés vers la Tony Garnier. Et je suis arrivé, quelle heure pour être 15 heures. Juste en termes d'organisation, comment tu as fait pour aller jusqu'à Saint-Étienne, sachant que, je le rappelle, la course Saint-Élion, c'est pas une course en boucle. Elle part de Saint-Étienne, elle arrive à Lyon. Il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres d'écart entre les deux villes. Toi, comment tu as fait en fait pour te rendre à Saint-Étienne à ce moment-là? Bah, j'ai pris le format proposé par l'organisation, c'est-à-dire ils mettent en place des navettes qui partent à 500 mètres de la halle Tony Garnier pour rejoindre Saint-Étienne. Donc les navettes étaient au départ de 16 heures et honnêtement, l'organisation, rien à dire. Nickel. Je sais qu'il y a eu des problèmes pour la Saint-Express, des navettes qui sont parties un peu tard, mais pour les navettes là allant à Saint-Étienne, c'était juste parfait. Tu pouvais au fait réservé sur l'organisation sur Internet ta navette, tu payais 15 euros, ouais, j'ai dû payer. Et une fois là, tu récupères un ticket, tu vas à ta navette et tu pars. Honnêtement, là, j'ai dû attendre un quart d'heure peut-être dehors, le temps pour la navette, c'est tout. Ouais, donc c'est vraiment très très peu. Ouais, non, vraiment rien à dire là. Ça te permet d'avoir clé en main, en fait, tu prends ton dossard, après tu patientes un petit peu, tu vas attendre ta navette, tu prends la navette, ça t'emmène à Saint-Étienne. Ouais. Une fois à Saint-Étienne, donc là à 15 heures, ça te fait arriver à Saint-É sur quelle heure? Bah en fait, du coup, à 15 heures, j'étais à la halle. Et le temps de récupérer le dossard, de rencontrer là les potes de la type 1 running team. Du coup, on est parti de Lyon à 16h, 16h30, entre 16h et 16h30. Après, il y a eu des embouteillages, tout ça pour sortir de Lyon. Du coup, on est arrivé sur Saint-Étienne à 18h. La course étant à minuit, entre 18 heures et minuit, qu'est-ce qui se passe pour toi? Sachant que la course part à minuit, tu auras forcément une nuit blanche. Comment tu as géré ce repos? Est-ce que tu en as profité pour te reposer? Alors, il y a plusieurs choix possibles. En fait, c'est très marrant parce que là, quand tu arrives à Saint-Étienne, c'est dans une sorte de gymnase au fait, là où tu es accueilli. Là, et du coup, tu rentres, tu vois déjà plein de monde avec leur duvet qui choisissent l'option vraiment repos total, avec les boules qui avec les masques et tout. Ça me fait trop rire parce que ouais, je les envie vraiment d'être capable de dormir dans ces conditions-là. Je sais même pas s'ils y arrivent, mais en tout cas, je suis admiratif parce que moi, je ne peux pas. Je ne pouvais vraiment pas. Je savais très bien que je ne pouvais pas emporter de quoi dormir parce que ça aurait été juste impossible. Donc, lorsque je suis arrivé, mon objectif, là, on était deux au fait avec là un camarade de la type un running team, c'était vraiment de se poser tranquille. C'était de s'éviter tout stress.
On a pu assister à l'arrivée des coureurs de la Lyon-Saint-Élion entre 18h et 19h. Donc, en fait, les coureurs qui finissaient la première partie là, de leur trail avant de reprendre le départ avec nous pour Lyon. Et notamment, j'ai pu voir l'arrivée de Cascade Verte, donc ce qui a été vraiment assez sympathique. Et du coup, après, vers 19h, on a un camarade de la Type 1 Running Team qui habitait du coup à 5 minutes de l'endroit où on était. Et on a pu aller là-bas. Il nous a gentiment accueillis pour être tranquille, au fait, jusqu'au départ pratiquement. Donc, ouais, effectivement, là, c'était quand même plus sympa que ce gymnase Ouais. rempli de personnes en duvet pour pouvoir se reposer ou en tout cas au moins passer un moment convivial avec ton équipe. Ouais, complètement, parce que, en fait, tu t'évites le stress d'avoir du monde autour, parce que c'est très marrant. On est revenu, il était quelle heure? Il était 22h à peu près. Et entre le moment où on est parti et le moment où on est revenu, mais c'était blindé de monde. Et tu pouvais même plus avancer sans avoir le risque là de marcher sur quelqu'un. Donc, pouvoir rester 2-3 heures, se préparer au chaud, se changer au chaud, c'était juste l'idéal, vraiment. Ouais, là, c'est vraiment, là, on parle presque d'un petit luxe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et merci à Sylvain encore, vraiment. Du coup, vers quelle heure en fait vous sortez, on va dire en extérieur, en dehors de ce gymnase-là, pour vous mettre sur la ligne de départ? Bah alors, tu as plusieurs là, possibilités. En fait, tu as plusieurs SAS. Tu as le SAS Elite, donc qui a la priorité pour partir. Donc, c'est tous les index là, UTMB qui sont assez élevés. Je sais plus, je me crois que c'est au-dessus de 700, bref. Et tu as les coureurs de la Lyon-Saint-Élion. Ensuite, tu as le SAS Perf. Et ensuite, tu as le SAS de tous les autres coureurs. Donc, le SAS Perf, il a ouvert un tout petit peu plus tôt. Donc, nous, le SAS, on va dire des coureurs lambda, sans utiliser le terme de façon péjorative, on est sorti dehors, il était 22h45. Après, tout le monde n'est pas sorti dehors. Tout le monde n'est pas sorti dehors parce qu'au fait, tu as donc déjà beaucoup de monde à l'extérieur et tu as quand même 7000 personnes à faire partir. Donc moi, j'étais bien devant, mais je me suis arrêté vraiment au bout de la rue, là où était donné le départ. Donc j'étais pas parmi les premiers, pas parmi les derniers, mais j'étais assez loin. Mais je me suis retrouvé dehors à 22h45. Et j'ai vu en tout cas sur les réseaux qui vous auront au niveau de l'organisation, que vous avez un petit spectacle de drone. Comment tu as trouvé ce moment? Très sympa, très sympathique. Donc c'est bien parce que ça a permis d'oublier la douleur qu'on ressentait à cause du froid. Donc c'était vraiment sympa, c'était une nouveauté je crois là qu'ils ont mis en place. C'était sympathique mais un peu long en fait. Au bout d'un moment, tu as juste envie d'une chose, c'est de partir. C'est juste de partir, de prendre le départ, de te réchauffer parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure que tu attends dehors, sachant que les coureurs là des SAS là en fait parmi lesquels j'étais, on est parti qu'à partir de 23h45. Et sachant que j'étais dans la troisième vague, je ne suis parti qu'à minuit 10. Donc, au final, j'ai attendu pratiquement 1h30 dehors. Donc, autant dire que le spectacle, c'était sympa, mais j'étais pressé de partir. Avant ce départ pour la Saint-Élion, comment tu te sentais toi au niveau, enfin quelle était ta sensation physique et mentale sur cette ligne de départ? Alors, sensation physique, j'étais bien depuis l'après-midi. En vrai, le matin, je me sentais pas au top physiquement. Je sais pas, la fatigue accumulée de l'année, sans doute, où j'essaie quand même de me rappeler que c'est ma première année à un niveau comme ça. Donc, j'avais une certaine fatigue accumulée, pas une fatigue des derniers entraînements, mais vraiment une fatigue là, cumulée sur l'ensemble de l'année, je dirais. Moralement, ça allait. Moralement, j'étais vraiment là dans des conditions pour faire au maximum. Je voulais vraiment me faire plaisir, je voulais en découdre, je voulais faire un temps. Je visais, là je peux le dire maintenant, de faire un sub 10 heures dans l'idéal et 9 heures au mieux. Donc ça, c'était l'objectif dont tu voulais pas parler en partie 1, c'est bien ça? Ouais, exactement. D'accord. Bon, maintenant qu'on a toutes les infos, écoute, top départ. Moi, je te laisse, nous raconter ta course. Alors, le départ, donc je suis parti à minuit 10, du coup, au moment de la troisième vague.
Et le départ a été donné assez vite. Les premiers kilomètres, j'étais parti dans un objectif de les faire entre 5 minutes et 5 minutes 30 au kilo, donc chose que j'ai réussi à faire. Donc, globalement, les 10 premiers kilomètres, j'ai fait du 5 minutes 20 au kilomètre. Donc tout s'est bien passé, très bonnes conditions, c'est que du bitume principalement, le temps de sortir de Saint-Étienne. Et ce n'est qu'à peu près au 8e kilomètre, 9e, qu'on rentre là dans les premiers sentiers. Donc tout se passe bien et arrivé jusqu'au 15e kilomètre, donc nickel, rien à dire. Mais c'est au 16e kilomètre où ça commence à se gâter, pas que pour moi, mais pour tout le monde. C'est le moment des premières grosses descentes. Et ces premières descentes, elles font très mal parce que, en fait, c'est là où on se rend compte que le parcours est recouvert de verglas. Et donc, du coup, qui dit verglas dit évidemment chute. Et je suis parmi les premiers à avoir subi ces chutes, du coup. Et je suis tombé assez violemment au 15e kilomètre. Et donc, quand je dis violemment, c'est que j'ai fait littéralement des roulades dans la descente. Et mon portable en a subi les conséquences parce que, en fait, du coup, il s'est littéralement éteint. Donc, il s'est rallumé, mais du coup, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus de musique jusqu'à ce que je me rende compte que le Bluetooth ne fonctionnait plus, en fait. Donc, je pense que c'est l'antenne qui a été cassée parce que quand j'ai regardé derrière mon portable, en fait, c'est bon, je peux dire la marque, c'est un iPhone 12 et tout l'arrière était cassé. Donc, mon portable s'allumait, mais plus de Bluetooth. Et qui dit plus de Bluetooth dit pour moi également plus d'accès à ma glycémie en direct avec mon capteur Dexcom. Donc, grosse remise en question, sachant que je testais quelque chose de nouveau pour moi sur parcours. C'était au fait de courir avec 2 montres connectées. Donc, une Garmin Fenix 7S dont j'ai fait l'acquisition récemment et une autre Garmin Forerunner dont je me servais pour avoir uniquement ma glycémie. Et donc, ça me permettait au fait de pouvoir anticiper toute baisse de glycémie et pouvoir me projeter assez rapidement en cas d'hypo que je vois arriver pour pouvoir me resucrer. Donc à ce moment-là, c'est plus possible. Donc autant dire que là, grosse remise en question, plus de musique, plus de glycémie. Donc là, moralement, je me dis, ok, on va jusqu'au premier ravito qui est au 18e kilomètre et on avise. Donc du coup, je suis un peu plus prudent sur les 3 kilomètres là qui restent jusqu'au premier ravito. Et arrivé au premier ravito, du coup, au 18e kilomètre, là, je me pose et je regarde mon portable et effectivement, je me rends compte que le Wi-Fi ne marche pas, que le Bluetooth, pareil, ne fonctionne pas et je comprends très vite que c'est l'antenne et que c'est fichu, que j'ai beau l'éteindre, que j'ai beau le rallumer, rien n'y fait. Donc, je me conditionne à repartir avec, du coup, aucune musique, aucun podcast, parce que pour l'anecdote, j'avais prévu d'écouter la première partie de l'épisode qu'on a enregistré à ce moment-là pour me remettre en condition vraiment. Donc, impossible. Et surtout, le plus embêtant, c'est l'accès à la glycémie. Donc, il se trouve que, je sais plus si je l'avais mentionné, mais une tactique que j'ai développée lors de mon trail à Volvic, c'était d'avoir un deuxième capteur sur moi. Donc, c'est un capteur Freestyle Libre, au fait, qui passe là par le scan grâce à la puce NFS des portables. Donc, heureusement, mon portable fonctionnait encore pour ça, et j'ai pu scanner mon deuxième capteur de glycémie. Mais du coup, le problème, c'est que je n'avais plus accès en direct sur ma montre à la glycémie et que je devais à chaque fois scanner manuellement avec le portable. Au fait, c'est une réadaptation assez rapide à laquelle j'ai dû procéder et j'avoue que une pote m'a envoyé là, un message pour bien me remotiver là sur le ravitaillement. Elle m'a dit tu repars, t'as voulu raconter des anecdotes, donc tu vas en avoir. Et bah pas manqué, effectivement, je vais en avoir des anecdotes à raconter. Donc je repars. Je repars assez prudemment, donc je décide de baisser un petit peu l'allure. Là, parce que je me rends compte que ça sert à rien en fait de tomber et de finir avec quelque chose de cassé. Surtout que je me rends compte que je commence à avoir mal à la main. Je commence à avoir mal à la main gauche parce que je me suis un petit peu rattrapé dessus, donc du coup sur ma première chute. Et en fait, je me rendrai vite compte au deuxième ravito qu'il s'agit sans doute d'une entorse. Donc après, entre le 18e kilomètre et le 35e kilomètre, du coup, aucun ravito. Et là, ça s'annonce un petit peu compliqué parce que là, on rentre dans les sentiers qui sont un peu plus en altitude et je cumule les chutes.
Donc, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chute, je commence un petit peu à moralement prendre un coup, me disant, en fait, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi je tombe? J'ai l'impression de voir personne tomber autour de moi. Et je me remets fortement en question. J'arrive à chaque fois à passer outre et repartir, relancer quand même là où je peux. Mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et vraiment, je me dis, là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai mal choisi mes chaussures à crampons, peut-être. Mais au final, je continue. Je me dis, tu penseras à ça plus tard. C'est pas grave, ne te refroidis pas. Et j'arrive du coup à Sainte-Catherine. De tête, il était 4 heures du matin, je crois. Et c'est très marrant parce que lorsque j'arrive à Sainte-Catherine, tu as le speaker le speaker de Sainte-Catherine qui est présent et qui annonce là tout de façon très 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 joyeuse. Il fait moins 10 degrés donc sur Sainte-Catherine. Bravo à vous. Là, j'ai envie de dire en fait bravo peut-être, mais là, là j'ai juste envie de me mettre au chaud. Donc j'essaie de prendre une soupe. J'essaie vraiment de continuer à m'alimenter régulièrement et surtout là de prendre quelque chose qui te fait plaisir en fait. Donc je prends une soupe sur le ravito pour me réchauffer, c'est le plus urgent, je me dis. Je vois un petit peu, je juge mes sensations là au niveau de l'alimentation, ça passe bien, du coup là je suis assez content, mais je commence à avoir froid et je commence à ressentir les douleurs de mes chutes, où je me dis là, mais vraiment moralement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues au risque de te blesser encore plus? Et j'avoue qu'en sortant du ravito, je ressors en marchant, et qu'est-ce que je vois sur ma droite? Les cars qui ramenaient les relayeurs sur Lyon, parce que la course se fait aussi en relais, et donc du coup les relayeurs qui terminaient à Sainte-Catherine rentraient en car. Donc là, je me dis, mais en fait, pourquoi tu ne prends pas le car? Pourquoi tu ne mets pas fin à tes souffrances? Pourquoi tu ne rentres pas, au fait? Il n'y a aucune honte, c'est pas grave. Les conditions sont extrêmes, tu auras au moins essayé. Et au final, je me rappelle en fait des conseils d'une pote l'année dernière sur qui faisait l'assistance et qui réussissait bien à booster. Donc je me suis dit tu fonces, tu t'arrêtes pas, tu repars. Donc je me suis caché au fait là l'écart de ma vue et je suis reparti. Et je suis reparti là direction le prochain ravito. Alors, 4 heures du matin, du coup, 4h30, parce que je suis resté assez longtemps à Sainte-Catherine, je repars, direction le prochain ravito, donc de Saint-Genoux, je crois, qui se situait pour moi au 42e kilomètre, mais il se trouve au fait qu'il était bien après, parce que j'avais très mal calculé ou j'avais mal compris. J'avais entendu 8 kilomètres là entre tel ravito, et j'avais cru que c'était celui-là. Mais non, au fait, je me suis tapé 4 kilomètres en plus, et c'était infernal. C'était infernal pour rejoindre ce ravito. Je crois que c'était la pire partie du parcours. C'est là où on ne pouvait plus avancer. C'est là où vraiment les descentes, c'était des toboggans. On s'est mis avec là le groupe avec lequel j'étais sur le cul pour glisser juste parce qu'on ne pouvait plus se relever. Et c'était vraiment là à la chaîne, on se soutenait à chaque fois qu'on tombait. Je me souviens là, et je remercierai jamais assez celui qui a fait ça, quelqu'un qui me tenait derrière pour pas que je tombe. Et limite, il se mettait lui-même en péril, au fait. Donc, c'est vraiment ça, je trouve ça génial, cette solidarité qu'on peut retrouver dans ces moments-là. Parce que passons sur ceux qui font à toute allure, là, au risque de te faire tomber. Heureusement, la plupart, c'était vraiment avec un bon esprit. Donc, il se trouve qu'il y a des chemins qui étaient tellement impraticables qu'on a coupé à travers champs. On a coupé à travers champs, on a longé les chemins parce que c'était juste impossible. Il y a eu des embouteillages de malades et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, oublie le temps, au fait. Là, tu vas juste terminer, c'est tout, t'as froid. Là, tu trembles, tu commences là à avoir quand même des kilomètres dans les jambes, donc pense juste à terminer. Donc, au final, je parviens à rejoindre le prochain ravito, donc de Saint-Genoux. Il est quelle heure quand bah, c'est le jour commençait un peu à se lever, donc je l'ai rejoint vers ouais, c'est ça, c'est 6h40 du matin. Et à ce moment-là, j'avoue que c'est aussi quelque chose que je fais quand je commence à être un petit peu mal, c'est que je vais regarder les messages que je peux recevoir de soutien. Et là, je commence à recevoir des messages de soutien des gens de mon club de trail et mon coach notamment. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir. Le voir, en fait, qui me suit, c'est pour moi, en fait, là, je me dis,
va jusqu'au bout et ça me rebooste là de malade et je me dis tu peux pas arrêter. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai réussi à relancer. Après le ravito du coup de Saint-Genou, j'ai relancé et je suis retombé dans des kilomètres en dessous de 6 minutes. En dessous de 6 minutes jusqu'au prochain ravito de Soucieux, ouais, c'est celui de Soucieux, donc auquel je suis arrivé, ouais, c'est ça, auquel je suis arrivé, de tête, il était à peu près 8h30 du matin, ouais. Le jour commençait déjà à bien se lever et je commençais à renvoyer. Et c'était très marrant parce que tous les gens que j'avais vu me doubler, bah, j'ai redoublé au fur et à mesure. Donc il y avait on va pas se mentir, il y a un aspect agréable quand même de dire tu relances, tu redoubles, tu es dans de bonnes conditions. Donc c'est très marrant parce que à ce moment-là, je fais une faute aussi, je pense, c'est que je commence à moins m'alimenter. Je pense à finir vite et j'en oublie un petit peu l'essentiel. Et je l'ai payé après parce que soucieux, je me suis pas vraiment arrêté. Je me suis arrêté 3 minutes à tout casser et je suis reparti assez vite pour rejoindre Chaponneau. Et Chaponneau que j'ai rejoint du coup assez vite à 9h30 à peu près. Et c'est pareil, j'étais dans l'objectif de rejoindre le plus rapidement possible Lyon. Mais le problème, c'est qu'en repartant à Chaponneau, là, j'ai commencé à avoir physiquement un gros contre-coup de toutes mes chutes parce que les chutes ne se sont pas arrêtées. J'en étais à ma. Parce que je les ai comptées toute la nuit, ça a été vraiment mon fil rouge. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, là, vu que j'avais plus de musique, pour avoir au moins là la continuité de la nuit. Et j'en étais à ma 16e chute. Donc vraiment, je commençais en fait là à sentir la crispation. Tu sais, quand tu tombes, t'es crispé parce que tu essaies là vraiment de bien retomber et tout, et tes muscles ils s'y attendent pas. Donc je commençais à ressentir cette crispation au fur et à mesure que je me refroidissais. Donc c'est devenait vraiment compliqué. Moralement, je sentais que c'était la fin. Donc j'ai pareil, encore essayé de trouver les ressources. Je suis reparti. Mais après, je savais qu'il restait 13 kilomètres entre Chaponneau et l'arrivée, et je savais pertinemment qu'il y a certains kilomètres que je ferais, mais très lentement en marchant. Et effectivement, là, je commence à marcher, beaucoup marche aussi à côté. Je me souviens là je sais pas, alors de deux gars, un qui était encore bien, c'est marrant après Chaponneau, et l'autre qui avait des douleurs atroces au genou. Et celui qui est bien me demande, il me fait, est-ce que tu vas là marcher jusqu'à l'arrivée ou pas, parce que j'ai pas envie de le laisser tout seul et tout. Moi là j'ai envie de courir et tout. Donc ça me gêne parce que je vois au fait que l'autre il est dans un mal là extrême et tout, mais je lui dis, mais en fait non, je vais relancer dès que je peux, je relance. Et effectivement, j'ai réussi à relancer, arrivé au 71e, 72e kilomètre, où j'ai réussi, bon, c'est pas fou, mais je suis descendu en dessous de 8 minutes au kilomètre. Après, il y a eu les dernières montées. Et là, quand tu as la dernière montée, notamment la montée de l'aqueduc, tu maudis chaque dénivelé que tu fais. Chaque pas que tu fais en D+, tu le maudis. Tellement tu as envie d'en terminer. Tellement que tu es au bout. Tellement que moralement, tu as subi toute la nuit. Là, tu as juste envie d'arriver à la halle. Tu visualises la halle. Et c'est ce que je voyais. Je visualisais l'arrivée en me disant va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Maintenant, là, c'est bon, t'y es. Donc, tiens, grâce à ça. Et la délivrance, elle est arrivée, je dirais, au 76e kilomètre, lorsque vraiment, là, t'es dans Lyon, t'as les bénévoles, tous les gens autour de tout qui te disent vas-y, c'est bon, c'est les derniers moments, on fonce et tout. Donc, ça te met vraiment dans des conditions optimales. Je sentais que j'étais en hypo, je sentais que là, je pouvais plus rien manger, rien boire. Mais là, tu vas chercher des ressources insoupçonnées. Et jusqu'au dernier kilomètre, j'ai réussi là à redescendre. Je suis redescendu à 6 minutes au kilomètre, même sur le dernier. Je me demande même encore comment j'ai fait là, tellement j'étais dans le dur. Jusqu'à 11h30 ou 11h29 même pour être exact, et l'arrivée à la halte Tony Garnier et la délivrance. Bah déjà, félicitations à toi déjà d'être finisher de cette course, même si tu pas réussi à aller en dessous de ton sub 10 heures. Ouais, j'ai mis pour être exact 11h20 du coup depuis mon départ. Mais je pense que vu les conditions, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas viser plus, donc je suis honnêtement content. Je suis pas satisfait, mais je suis content.
Dans la partie 1, tu vas parler d'une bière à l'arrivée. Est-ce que ça a été le cas? Alors, figure-toi qu'il y avait le repas offert après la course et il y avait une bière offerte. Donc, j'y ai pensé, mais honnêtement, j'étais trop dans le mal. J'étais trop dans le dur et ça s'est pas fini là à boire une bière, ça s'est fini aux toilettes, en fait. Je pas les détails, mais j'étais tellement dans le mal que là, je ne pouvais rien manger. Je pouvais rien boire, je pouvais rien manger. Je voulais juste, au fait, dormir. J'ai réussi à prendre une douche, je ne sais pas comment. Et à peine je me suis posé là avec là mon pote de la type 1 running team que ma tête est tombée tout seul. Vraiment là, il y a toute la fatigue accumulée qui revenait mais de façon violente et je me demande comment j'ai réussi à rester éveillé. C'était horrible parce que il était dans un meilleur état que moi, je trouve, et il me parlait et j'arrivais pas à réagir. Et je m'en voulais, vraiment, je me disais, mais waouh, t'es un déchet là. Du coup, tu parles justement de la fatigue. Je voulais revenir dessus, sur la gestion de la fatigue durant cette épreuve. Est-ce que toi, tu as ressenti un moment de fatigue lors de cette course? Eh bien, pas pendant la course. Pas pendant la course. À aucun moment de la course, j'ai ressenti là de la fatigue physique, pour être honnête. J'ai ressenti de la fatigue morale, je l'ai dit, mais à aucun moment j'ai ressenti la fatigue vraiment là de la nuit blanche. En vrai, je suis satisfait de ma gestion là du sommeil. Je savais pertinemment que essayer de dormir avant, je n'y arriverais pas. T'es trop excité au fait à l'idée de prendre le départ. Et du coup, non, ça s'est bien passé au niveau de la gestion de la fatigue. Après coup, ça a été une autre histoire, mais pendant la course, vraiment, j'ai pas, à aucun moment j'ai eu envie de me poser et de dormir. Pour revenir sur le microclimat de la Saint-Élion, cette année secrue 2023, comment tu l'as trouvé? Eh bien, moi, j'ai qu'une maigre expérience, mais si je dois comparer par rapport à l'année dernière, j'ai préféré les conditions de l'année dernière. On va prendre pour un fou peut-être, parce qu'il pleuvait, il y avait la neige fondue, mais j'ai l'impression que j'étais moins touché par le froid. Là, le ressenti de moins 10 degrés a été très violent, a été vraiment très violent, et surtout le verglas. Le verglas, ça a pourri une grande partie de la course de beaucoup de monde. Et en fait, tu prends pas de plaisir à dépenser l'énergie à faire attention où tu vas toute la nuit. Et il y a des moments où sans doute j'étais en hypo, que j'étais plus lucide, voire où je marchais. Et j'avais l'impression de casser la gueule, excuse-moi l'expression, de me relever et de me recasser la gueule à peine un pas après, de ne vraiment plus tenir debout. Donc là, à ce moment-là, ouais, j'avais plus du tout de plaisir et je maudissais le microclimat de la Saint-Élion. Et toi qui as passé plus de 10 heures dehors avec des températures négatives, comment tu as géré ce froid? Est-ce que tu as quand même ressenti du froid au niveau des extrémités ou autre? Est-ce qu'il y a des choses ou peut-être des équipements que tu aurais voulu changer à ce niveau-là? Franchement, je pense que tu fais jamais les choses comme tu voudrais. Je pense que je les ai fait au mieux, parce que là, j'ai ressenti le froid uniquement lors des ravitaux que je m'arrêtais trop. C'est les seuls moments vraiment où j'étais impacté par le froid. Après, quand je dis impacté par le froid, c'est que ça me donnait envie d'arrêter. Parce que le reste du temps, le froid, ouais, il était présent. Mais après, c'était plutôt bien géré. Je n'ai pas eu de problème aux mains. L'année dernière, ça a été un gros souci, là, les gants. J'avais des gants, mais trop fins, et du coup, c'est comme si j'avais rien sur les mains. Là, j'ai pris des gants double couche. C'est des gants, c'est tout con, c'est chez Decathlon. Là, c'est des gants qui ont une couche supplémentaire, là, qui te permettent vraiment d'être maintenu au chaud, et ils ont fait leur boulot. Donc, non, le froid, vraiment, j'ai ressenti que sur les ravitaux quand je m'arrêtais. Pour revenir aussi sur ta première chute, vers le kilomètre 18, comme tu l'as dit au début de ta course. Là, à ce moment-là, tu casses ton téléphone, mais du coup, tu as plus de gestion de glycémie. Tu es obligé de le faire via, ton téléphone, mais en scannant une puce. Ce procédé, tu t'es mis un protocole de se dire, tous les temps de temps, je scanne ma puce ou autre, ou tu l'as fait au feeling? Comment s'est passée, en fait, cette gestion? Ah, la question piège. Dans l'idéal, ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est là, tu pointes du doigt le bon truc, c'est que j'aurais dû, au fait, me mettre un protocole, être assez lucide pour me dire, là, tu scannes ta puce, là, enfin, tu scannes ton capteur à tant d'intervalle. Mais je l'ai pas tenu. Je l'ai scanné. Je dirais, allez,
En tout, 6 fois sur les 10 heures. C'est pas assez. C'est pas assez et ça m'a pas permis d'éviter certaines hippos. Et j'ai fait vraiment au feeling la plupart de la course. Parce que j'avais fait vraiment des moments, j'avais peur de sortir mon portable. Ouais, tellement je tenais pas. Et du coup, j'avançais en me disant je fais au feeling, je me resucre comme j'ai l'habitude de faire. Et je me disais, j'avance pas trop là, je vais pas si vite que ça, donc ça peut passer. Et j'ai dû faire en tout 2 hippos peut-être que j'ai vraiment ressenti qui m'ont ralenti. Donc j'aurais pu mieux faire, mais j'ai pas fait comme il fallait. Pour parler de l'organisation de la Saint-Élion, toi, comment tu l'as trouvé en tant que, du coup, participant à cette course? Est-ce que tu as des choses que tu as particulièrement appréciées par rapport à d'autres courses ou au contraire des choses, que tu aimerais qu'ils soient améliorées à ce niveau-là? Au niveau de l'organisation, tu sens que c'est une machine qui est bien rodée. Vraiment, que ça soit au niveau du retrait des dossards. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement impressionné, tu sais, c'est que tu as le salon trail running sur là, la halle Tony Garnier le vendredi et le samedi. Et du samedi au dimanche, ils enlèvent tout le salon pour préparer l'arrivée des coureurs, pour préparer là les espaces où tu vas récupérer ton sac. Et je trouve ça vachement impressionnant. Il y a 1000 bénévoles et tu sens vraiment en fait que rien n'est laissé au hasard. Après, honnêtement, la chose qui m'a le plus déplu, c'est le verglas, mais l'organisation n'y peut rien à ça. Donc, non, j'ai rien à dire par rapport à l'organisation. Je sais que là, ceux qui ont fait les versions de la Sainte Express, de la Sainte Sprint, ont peut-être quelque chose à dire vis-à-vis des cas. Mais personnellement, j'ai rien à dire là au niveau de l'organisation de la course. Et le parcours, bon, mis à part, ce problème de verglas qui est lié à ce fameux microclimat, le parcours en lui-même, tu l'as trouvé comment en termes de portions? De route, sentier? Alors paysage, bon, sur la première partie, je pense pas que tu vois grand-chose, du fait que ça se passe de nuit. Mais toi, comment tu l'as ressenti ce parcours? Comment tu l'as apprécié? Bah, écoute, effectivement, tu peux pas trop voir là de nuit, mais tu apprécies. En fait, tu y vas pour ça un petit peu. Tu y vas pour des moments où tu es un petit peu en altitude, tu te retournes et tu vois le balai de frontal. Et là, tu te dis, ouais, ok, je suis là pour ça. En fait, je suis là pour ce spectacle qui est unique, vraiment, là, dans la discipline. Et le parcours, tu as après un bon équilibre. Après, c'est à titre personnel que je dis ça, entre les sentiers, entre la route. J'ai, en fait, les moments où tu veux retourner sur la route, bah, tu as la route qui arrive. Les moments où tu as envie de sentier, tu as le sentier qui arrive. Donc, je suis plutôt satisfait. Vraiment, là, de la proportion entre route et sentier. Et après, au niveau du dénivelé, peut-être une accumulation de petites montées. Tu as envie de te taper une grosse montée et de te dire, tu bouffes du dénive, peut-être, et éviter une succession de petites montées. C'est peut-être la seule chose. Bon, après là, si tu commences à te mettre des descentes de 600 mètres de dénivelé négatif, là, ça aurait été Ouais, non, là, vu les conditions, non, c'est clair. là, ça aurait été problématique, hein. Mais bon, ça, c'est pas tout. Le verglas, c'est quand même bon là, c'est vrai que cette année, c'était quand même des conditions vraiment particulières, encore plus que d'habitude, du fait qu'il y a eu beaucoup d'enneigement et une température vraiment très basse qui a fait que le sentier plus le passage d'Iquartus, c'est vrai que ça dame et après ça reste glacé derrière, neige dure, et tout ça a rendu le parcours très glissant. Non, c'est clair. Et anecdote très marrante aussi, c'est en fait, tu sais, j'avais là une poche à eau dans laquelle j'avais mis notamment une préparation Lanac pour les électrolytes et le tuyau a gelé. Donc je ne pouvais plus au fait boire. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans la merde et j'ai dû au fait composer avec mes 2 flasques uniquement que j'avais et bien gérer et bien les remplir à chaque ravito. Effectivement, c'est pas un détail à négliger. Ouais, bah, de toute façon, j'étais plus à ça près. Tellement il s'est passé de choses et que là, en fait, c'est très marrant, mais tu mets en place une priorité, là, des problèmes. C'est la première, quand j'ai pu fonctionner de façon rationnelle, j'ai mis en place une priorité des problèmes pour voir lesquels étaient plus urgents de régler. De là pour cette course, là on est, donc on est le j'ai oublié de le préciser en début d'épisode, on est le 5 décembre.
Heu, Au niveau de ta récupération, là, tu te sens comment actuellement? Waouh, je me sens déjà mieux que je l'étais hier et avant-hier. Hier, la reprise du boulot a été dure. Vraiment, je me suis endormi en salle des profs, c'était très marrant la scène. Je me suis endormi en début de récré, je me suis réveillé en fin de récré et j'ai bien récupéré aujourd'hui. La fatigue, c'est bon, c'est passé. Je dirais que là, il me reste des courbatures un petit peu au niveau des bras, mais c'est dû à la crispation lors des chutes, mais c'est surtout ma main. Surtout ma main et l'entorse que j'ai eue qui, on va dire, va perdurer encore un petit peu. Et pour cette année, niveau course, du coup, c'est fini 2023? Si tu parlais d'une petite course peut-être encore en fin d'année ou autre. Là, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, peut-être que demain tu auras changé d'avis, mais au jour d'aujourd'hui, tu le sens comment, 2023? Faut jamais dire jamais. Plus de dossard, c'est clair. Mais il y a en fait un truc que j'ai pas réussi à aller au bout cette année. C'est le seul abandon que j'ai fait. Et ça me tient à cœur d'aller jusqu'au bout. C'est ton projet off dont tu nous avais parlé, dans la partie 1? Exactement. Qui est de relier 2 villes. Alors je sais plus, tu partais de chez toi, il me semble, jusqu'à, une ville où tu avais de la famille, si je me trompe pas. C'est ça, jusqu'à la ville de Sens. Et ça, c'était combien de kilomètres? Sur le tracé que je me suis fait, c'est 110, 115 km. Donc j'avoue qu'il y a une tentation qui est là. J'attends de voir mon évolution physique parce que je me suis quand même promis une semaine de pause complète pour récupérer, pour vraiment là couper autant physiquement que moralement. Mais dans un coin de ma tête, j'ai quand même ce petit projet, même si je dois le faire très lentement, qui m'appelle un petit peu. Et je vais pas en avoir beaucoup de créneaux pour le faire. Non, le créneau est 2023 et ça commence à se raccourcir, hein. Ouais, voilà. Et 2024 s'annonce chargé. Justement, voilà, tu parles de 2024, je voulais arriver là, ça tombe bien. Heu, qu'est-ce que toi, tu t'es prévu pour, 2024? Est-ce que tu as est-ce que tu as des courses déjà de prévues ou des objectifs en tout cas définis? Alors, mon calendrier de course est prêt, on va dire, à 99%, que bah, je le publierai à la fin de l'année, quand je serai vraiment sûr. Mais disons que j'ai un objectif majeur, qui est donc l'objectif de tout trailer digne de ce nom, c'est la Diagonale des Fous. Ça pour, 2024 du coup? Ce serait Pour 2024. le but d'y participer? C'est le but, effectivement, déjà de pouvoir y participer. Au fait, pour expliquer très rapidement, c'est la Type 1 Running Team qui monte un projet d'envoyer des trailers donc, du coup, sur la Diagonale des Fous, soit pour faire le Grand Raid, soit pour faire le Bourbon ou même la Mascareigne. Et du coup, j'ai tout de suite été tenté par l'idée de ce projet. Maintenant, c'est un projet qui demande quand même beaucoup d'investissement. C'est un projet qui demande des financements. Et d'ailleurs, l'association est en recherche là active de financement pour pouvoir envoyer tous ces trailers. Ça demande une couverture médiatique également. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Mais c'est un objectif au fait que tu peux pas laisser passer. Donc, si le destin me sourit et les inscriptions me permettent de m'y rendre, je pense que ce sera mon gros objectif. Toi, ta participation sur ce trail de La Réunion, ce serait sur le Grand Raid, la grande course? Je t'avoue que c'est un grand débat. J'en ai parlé pas plus tard que tout à l'heure avec mon coach, en disant là que je sais pas, au fait, si c'est une bonne idée. En soi, je sors là encore d'à 80 km où je me dis, putain, il faut rajouter 80 km encore à ça. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Est-ce que là, je pourrais le faire dans de bonnes conditions? Est-ce que je regretterais pas? Mais au final, je me dis, c'est une chance. En fait, peut-être, ça sera la seule chance que j'aurai de le faire. Et je peux pas la laisser passer. Et je préfère vraiment me préparer convenablement, faire tous les sacrifices qu'il faut pour aller au bout, mais le faire. Si tu pars sur cet objectif-là, est-ce que ce sera ton premier ultra ou est-ce que tu vas faire un autre ultra dans la saison pour permettre de peut-être de mettre des choses en place, vérifier, peut-être la faisabilité du projet? C'est encore une question que je me posais il n'y a pas plus tard que 2 heures. Effectivement,
Alors, j'ai effectivement envie de me tester sur la distance avant. Et du coup, là, après discussion, pareil avec mon coach, l'idée, c'est d'aller faire peut-être l'UT4M, mais en version challenge, c'est-à-dire peut-être de ne pas faire la version 170 km et 10 000 de dénive d'un coup, mais il y a une version qui existe sur 2, 3 ou 4 jours, et de pouvoir me challenger sur cette version-là, et de voir au fait comment mon corps répond sur un gros parcours sur 2 jours au moins. Tout ça t'annonce une année 2024 chargée. J'espère qu'elle se passera bien sans blessure et que tu atteindras en tout cas les objectifs, dont tu t'es fixé et dont tu nous as parlé. Je te souhaite vraiment le meilleur, dans ce sens-là. C'est gentil. Après, j'ai un autre objectif qui me tient à cœur, c'est je retourne sur le dernier homme debout. Donc, course que j'ai pu faire 2 fois cette année, où le principe est de tourner en boucle, de faire une boucle de 7 km autant de fois que tu peux en 24 heures. Donc, avec un départ tous les heures. Et la dernière fois, j'ai fait 9 boucles. La première fois, j'ai fait 6 boucles. Donc, j'ai un bel objectif. Là, pour ma prochaine participation, c'est d'aller très loin. C'est-à-dire qu'en très loin, tu as quand même une petite idée derrière la tête. En tout cas, sûrement faire plus que ce que tu as eu fait par le passé. J'ai une petite idée, effectivement. J'avoue que passer la nuit est une idée qui me botte pas mal. Donc, départ donné à 12 heures le samedi et pouvoir aller jusqu'au dimanche matin, l'idée, elle me plaît bien. D'accord, c'est noté. Bon, de toute façon, maintenant, il y a plus besoin d'avoir de superstition parce que vu que l'autre fois, tu as pas voulu nous parler du sub 10 heures et finalement, bon, donc C'est bon, le sort est levé, là. Je peux en parler en le toute sang, liberté. il n'existe plus maintenant. Maintenant, tu peux pleinement assumer tes objectifs. J'assume pleinement. Mais en tout cas, bon, en tout cas, il y a pas de je dis ça, en toute, amitié et plaisanterie, moi, ce que je respecte énormément, le fait, en tout cas, que tu aies participé à cette Saint-Élion, que tu sois finisher et que même si ton objectif, tu as pas voulu me le dévoiler par superstition du sub 10 heures et que tu fais un peu plus, faut savoir que c'est largement respectable. Il y a pas de mauvaise performance en soi. L'important, c'est quand même de s'aligner sur la ligne de départ et de participer à une course. Ça sera toujours mieux que de rester chez soi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que on l'oublie des fois, mais juste, on est là pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour faire un chrono. On n'est pas là pour gagner la moindre petite place. Et c'est vrai que ça, tu y repenses des fois trop tard. Donc ouais, je te rejoins carrément. C'est vrai que oui, c'est que, bon, si un jour je reçois quelqu'un qui joue le top 5, bon, c'est sûr, le discours sera pas forcément le même parce que lui, c'est qu'entre C'est clair. 5e ou 6e, pour lui, c'est peut-être pas la même finalité derrière. Mais c'est vrai que l'important, c'est d'avoir des objectifs pour se donner surtout un axe, pour l'entraînement, pour savoir où on veut aller. Et voilà, c'est la plupart des gens, en tout cas, moi y compris, avancent mieux, en tout cas, avec un objectif en tête. Mais c'est sûr que, bon, là, quand on voit des conditions et tout, tu as eu bien raison de pas forcément te dire le sub 10 heures, il va passer coûte que coûte, couper, bon, si tu l'as fait un petit peu sur la fin, mais couper l'alimentation, couper l'hydratation, oublier pas mal de points et finir en fait finalement dans le quart au 35e kilomètre. Euh, c'était Ta décision a été bien meilleure que le schéma que je viens d'énoncer. Ouais, non, c'est clair. T'as raison. Et juste pour revenir d'ailleurs sur cette idée qui traverse un petit peu la tête au 35e kilomètre, enfin, est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui t'a fait vraiment rester dans la course? Bah, écoute, je dis, il y a deux choses. En fait, l'année dernière, le départ était donné bah là, de la ville en question où j'étais au ravito de Sainte-Catherine, au 35e kilomètre. Et donc, dans ma tête, je me mets vraiment des pensées positives pour me faire avancer. Et j'ai repensé à l'année dernière, j'ai repensé à mon sentiment de l'année dernière au départ de cette course, l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui était très positif. J'ai repensé là à ce que j'ai vécu avec mes potes qui m'avaient accompagné, là à toute la motivation qui m'avait apporté. Et je me suis dit, tu connais le reste.
le parcours, tu le connais. Maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Donc, vas-y, au fait, t'arrêtes pas. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, tout bêtement, je me suis dit, avance, ne réfléchis pas. Comme ça, tu t'éloignes d'écart. Et plus tu t'éloignes, moins tu auras envie d'y revenir. C'est vrai que une fois que t'es parti, des fois le demi-tour est plus compliqué que, que Ouais. continuer jusqu'au prochain ravito. Et tu sais, c'est marrant parce que j'en ai vu justement deux personnes qui faisaient demi-tour. Même pas 1 kilomètre après ce ravito-là. Ah, donc eux, ils sont repartis dans le quart, Ouais, ceux-là. ouais. Après, peut-être c'était sur blessure ou autre, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment dire j'ai pris la bonne décision, continue d'avancer. Bon, en tout cas, bravo encore à toi. On arrive Merci, c'est sur la sympa. fin de cet épisode. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer sur, que ce soit sur la course, sur la pratique du sport en général? Écoute, c'est ta carte blanche. Bah écoute, juste peut-être là, partager là un sentiment qui peut être trompeur. Faites attention, vraiment. Lorsqu'on fait la Saint-Élion, la première chose que l'on se dit après, c'est plus jamais. Et en fait, ce sentiment, il ne dure qu'un certain temps. Parce que très vite, on en vient à se dire pourquoi pas, et après, on se retrouve face à l'inscription. Voilà, donc attention à ce schéma, parce que lorsque l'on rentre dedans, c'est vraiment très 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 difficile d'en ressortir. Et après, sur le sport de façon générale, là, tu sais que ça me tient à cœur, mais vraiment, là, juste vraiment faire passer un message que le diabète et même là, une maladie n'est pas une contrainte à la pratique du sport de haut niveau. Et vraiment, je m'évertue et j'irai jusqu'au bout de mon idée, c'est de pouvoir aller le plus haut possible pour montrer que tu peux être diabétique, tu peux avoir des contraintes supplémentaires, mais tu peux pratiquer à haut niveau quelque chose quand même. Bah, merci à toi et puis, je te je manquerai pas de te suivre en tout cas sur les réseaux et puis de partager tes prochaines courses jusqu'à possiblement du coup 2024, ce grand raid à La Réunion. Bah avec plaisir, merci encore à toi. Passez un super moment de partage. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.